Salut à toi, c'est Hermès, ton moniteur auto-école, enseignant de la conduite et de la sécurité routière. Aujourd'hui, je te propose un examen complet du code de la route, commenté et corrigé. Allez, on perd pas de temps, on commence tout de suite. Question numéro 1. Je dois céder la priorité à droite à la prochaine intersection. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, encore une fois, les questions de priorité à droite, à coup sûr, tu auras cette question lors de l'examen officiel du code de la route. C'est une question récurrente qui tombe souvent. Et parfois même, il y a plusieurs questions de priorité à droite dans un même test officiel. Parfois 2, parfois 3, parfois même 4. Alors, comme c'est une question qui est importante, on va tout voir sur la priorité à droite. Comme ça, tu sauras tout sur cette notion. Alors, 2 cas va se présenter à toi. Le cas où tu devras la priorité à droite et le cas où c'est toi qui auras la priorité sur les véhicules venant de droite. Alors, tout d'abord, parlons des cas où tu devras céder la priorité à droite. Le premier cas, c'est quand tu abordes une intersection sans aucune signalisation. Il y a zéro signalisation. Donc, s'il n'y a pas de signalisation, c'est le véhicule qui est à ta droite qui est au prioritaire et tu devras donc lui céder la priorité à droite. Le deuxième cas, c'est s'il y a ce panneau, ce fameux panneau. Ce panneau indique que tu dois céder la priorité au véhicule venant de droite. Donc là, on vient de voir la part où tu n'as pas la priorité. Voyons donc maintenant quand est-ce que tu as la priorité. Alors, plusieurs cas existent. On va aborder les 3 principaux. Alors, tout d'abord, si tu rencontres ce panneau t'indique que c'est toi qui es au prioritaire seulement à la prochaine intersection. Ensuite, si tu rencontres ce panneau, c'est un panneau de priorité qui t'indique que tu es prioritaire à toutes les intersections que tu vas rencontrer. Et ensuite, il y a un troisième cas très important et que vous oubliez souvent. Le troisième cas où tu es prioritaire, c'est le cas où un véhicule sort d'une voie privée. Alors, une voie privée, c'est un appartement, c'est une maison, c'est un immeuble, c'est le parking d'un centre commercial, c'est un commerce. Voilà. Si un véhicule sort d'une voie privée, tu n'as pas à lui céder la priorité, même s'il vient de droite. Pourquoi ? Parce qu'il n'est pas dans la rue, il est dans un endroit privé. Et en général, comment savoir qu'un véhicule sort d'une voie privée ? En regardant le trottoir. S'il y a un bateau, ça c'est ce qu'on appelle un bateau, c'est-à-dire un affaissement de trottoir. Alors on appelle ça un bateau parce que ça a la forme d'un bateau vu de profil. Si tu vois qu'il y a un bateau sur le trottoir, ça veut dire que c'est une voie privée et donc tu n'as pas à céder le passage à un véhicule qui sort d'une voie privée. Alors, vu que c'est une question importante, on va faire aussi un petit récapitulatif. Tout d'abord, les cas où tu dois céder la priorité. Tu dois céder la priorité si tu abordes une intersection sans aucune signalisation ou alors si tu as le panneau priorité à droite. Concernant les cas où tu as la priorité, on a 3 cas. Tout d'abord, le cas où si tu vois ce panneau qui t'indique que tu es prioritaire à la prochaine intersection, si tu rencontres ce panneau qui indique que tu es prioritaire à toutes les intersections que tu vas rencontrer, ou alors si un véhicule sort d'une voie privée.
Donc ici, pour répondre à la question, je dois céder la priorité à droite à la prochaine intersection. Bah oui, pourquoi ? Bah tout simplement parce que on a le panneau priorité à droite. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 2. Les feux de brouillard arrière peuvent être utilisés A. En cas de pluie. B. En cas de brouillard. C. En cas de neige. Alors, il y a un moyen mémotechnique pour savoir quand utiliser les feux de brouillard. Alors, ce moyen mémotechnique, ce n'est pas moi qui l'ai inventé. On l'utilise dans toutes les auto-écoles de France depuis que la sécurité routière existe. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre un BN, d'accord ? Et on va considérer que le BN est une voiture. Ok ? Donc, à l'avant, il y a les parents. Et à l'avant, les parents vont à la BNP. Brouillard, neige, pluie. Donc les feux de brouillard avant, on peut les utiliser en cas de brouillard, de neige et de pluie. Les enfants, eux, sont à l'arrière et mangent des BN. Donc BN pour brouillard et neige. Donc les feux de brouillard arrière, on les utilise en cas de brouillard et de neige. Donc, ici, les bonnes réponses sont les réponses B et C. Question numéro 3. Je serre le bord droit de la route. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, juste devant toi, à gauche, tu vois, il y a un cycliste. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on est sur une rue à double sens cyclable. Effectivement, dans ce cas-là, je me serre au maximum à droite pour pouvoir laisser passer le vélo. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 4. Je suis sur un carrefour à sens giratoire. Réponse A. Je dépasse le camion. Réponse B. Le camion peut empiéter sur ma voie. Alors ça, on l'a vu à plusieurs reprises, on sait que les camions ont des rayons de braquage beaucoup plus grands que ceux des voitures, d'autant plus que les poids lourds sont généralement très longs. Donc ici, effectivement, le camion en tournant peut empiéter sur ma voie, donc je ne le dépasse pas. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 5. Une conduite éco-responsable, c'est A. Rouler en sur-régime. B. Alléger le véhicule. C. Rouler moins vite. D. Limiter la climatisation. Alors, une conduite éco-responsable, c'est une conduite qui est écologique et économique. Alors, pour ça, dans l'information, j'ai mis ce schéma que vous voyez ici et qui répertorie en fait les comportements à avoir pour une conduite éco-responsable. Donc, parmi ces comportements, il y a effectivement le fait de rouler moins vite, de limiter la climatisation
très important, et d'alléger le véhicule. Par contre, le fait de rouler en sur-régime ne vous permettra pas d'avoir une conduite éco-responsable. Bien au contraire, rouler en sous-régime ou en sur-régime va vous faire consommer plus. Donc les bonnes réponses sont les réponses B, C et D. Question numéro 6. Je vais tout droit. J'actionne mon clignotant gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, on va tout droit. Devant nous, il y a des travaux. Donc c'est tout simplement un obstacle comme un autre. Donc qu'est-ce qu'on fait quand on fait face à un obstacle sur la route? Eh bien, effectivement, on va devoir actionner le clignotant gauche ici pour pouvoir contourner cet obstacle. Et également prévenir les usagers qui sont derrière nous de notre décalage. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 7. En cas de long trajet, je dois prendre une pause toutes les 2 heures. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, question très importante parce que c'est une question qui tombe souvent au code de la route. Donc, lors d'un long trajet, ou même tous les trajets qui excèdent 2 heures, tu dois prendre une pause d'environ 15 à 20 minutes minimum toutes les 2 heures afin de diminuer les effets de la fatigue. Donc, ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 8. Le régulateur. Le régulateur est activé. Je continue le dépassement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je reste sur ma voie. Oui, réponse C. Non, réponse D. Question très intéressante. Alors, avant de répondre à la question, je sais que vous êtes beaucoup à ne pas maîtriser les aides à la conduite et notamment ici le régulateur de vitesse. Donc, on va voir à quoi ça sert et comment ça marche avant de répondre à la question. Donc déjà, un régulateur de vitesse, à quoi ça sert? Comme c'est indiqué, c'est une fonction qui va vous permettre de réguler votre vitesse. En gros, c'est une fonction qui va vous permettre de rouler à une vitesse que vous aurez choisie sans même avoir touché les pédales. Alors, comment ça fonctionne concrètement le régulateur de vitesse? Alors, pour mettre en service le régulateur de vitesse, il faut appuyer sur le contacteur Mode pour sélectionner la fonction de régulateur de vitesse. Ensuite, il y a un petit témoin qui s'allume et le message régulateur prêt, 7 pour activer, apparaît sur le tableau de bord. Donc là, il attend que tu mettes une vitesse. Donc pour définir la vitesse, donc tu pousses la commande 7 plus pour augmenter la vitesse ou 7 moins pour la diminuer. Donc après, vous allez avoir un petit témoin qui va s'allumer en vert. Ici, 70. Donc là, tu peux retirer ton pied de la pédale d'accélérateur.
Tu pourras désactiver le régulateur tout simplement en appuyant sur la pédale de frein. Alors, pour répondre à la question, ici, vous avez bien vu dans la vidéo que le véhicule qui est à droite roule à la même vitesse que nous. Ni on s'y approche, ni on s'y éloigne. Donc là, effectivement, je ne fais pas continuer le déplacement. Ça ne sert strictement à rien. Est-ce que je reste sur ma voie? Eh bien non. Pourquoi je reste pas sur ma voie? Parce que je suis là sur la voie de gauche. Et en France, on roule à droite. Il est strictement interdit de rouler sur la voie de gauche. La voie de gauche est une voie de dépassement. Hein, et c'est seulement une voie de dépassement. Donc une fois que vous avez dépassé un véhicule, il faut vous rabattre à droite. Ici, on ne peut pas dépasser le véhicule. Donc, on se rabat dès que possible à droite. Je ne reste pas sur ma voie. Les bonnes réponses ici sont les réponses B et D. Question numéro 9. Je suis en conduite probatoire. La vitesse maximale autorisée est de réponse A, 110 km/h. Réponse B, 130 km/h. Alors ici on est sur autoroute, donc comme le panneau le montre, la vitesse est maximale autorisée de 130 km/h et de 110 en temps de précipitation. Ou de mauvais temps plutôt. Seulement, comme vous le savez, regardez ici, je vous mets donc le document des vitesses maximales autorisées selon les types de routes. Donc lorsqu'on est en probatoire sur autoroute, la vitesse maximale autorisée est de 110 km/h. Donc ici la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 10. Le véhicule est bien arrêté si le véhicule est en feu de détresse. Oui, réponse A, non, réponse B. Le conducteur a une urgence. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, ici, on est dans un cas où on a un véhicule qui est garé à cheval sur le trottoir et qui est en feu de détresse. Alors, il faut déjà que vous sachiez une chose. Que vous soyez en feu de détresse, que vous ayez une urgence, ou peu importe. Peu importe ce qui se passe dans votre vie, cela ne vous permet pas d'enfreindre la loi. Que dit la loi? La loi, elle dit qu'il y a des stationnements infractionnels. Hein, vous vous souvenez, hein, vous avez 4 types de stationnements infractionnels. Vous avez les stationnements abusifs, les stationnements gênants, les stationnements très gênants et les stationnements dangereux. Alors ici, regardez bien. Regardez bien. Là, le véhicule, déjà, il est à cheval sur le trottoir. Donc, déjà, premièrement, c'est ce que l'on appelle un stationnement très gênant, comme le montre le document que vous retrouverez dans la formation. Également, regardez bien, il ne se situe pas seulement sur un trottoir. Regardez ici, là, regardez là. Là, vous voyez que le trottoir s'affaisse. Donc, qu'est-ce que ça veut dire quand le trottoir s'affaisse? Ça veut dire qu'on a affaire à un bateau. Donc, si on a affaire à un bateau, c'est qu'on a affaire à une sortie de voie privée. Et donc, si on est garé sur une sortie de voie privée, c'est ce qu'on appelle un stationnement gênant, parce qu'on est garé devant l'entrée carrossable d'un immeuble. Donc ici, vous voyez, si vous avez affaire à un policier peu scrupuleux, il peut vous mettre 2 amendes. Un pour stationnement gênant et un autre pour stationnement très gênant. Donc, ici, les bonnes réponses vont être les réponses B et D.
Sais-tu que Mon Code de la Route est aussi une plateforme pédagogique qui te permet de passer ton examen du code à partir de seulement 9,90 €. Et on a même conçu, spécialement pour toi, un programme qui te permet d'obtenir ton code en un temps record. C'est le programme Mon Code en 10 jours. Avec un calendrier de révision personnalisé, un contenu pédagogique par thème conforme à la nouvelle réforme, des nombreux tests d'examen blanc issus de l'examen officiel, accessible sur smartphone, tablette et PC durant 1 an et en accès illimité. Et surtout, cette formation est 100% remboursée en cas d'échec à l'examen. Alors, si tu souhaites obtenir ton code du premier coup sans te ruiner et sans risque, rejoins notre programme en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 11. À l'approche du péage, je désactive le régulateur de vitesse. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors là, c'est évident. On approche à un péage, on va devoir se mettre à l'arrêt. Donc, j'appuie sur le frein pour désactiver le régulateur de vitesse. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 12. Je suis sur autoroute. Je dépasse le poids lourd devant moi. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors, encore une fois, c'est une question qui va dépendre de la compréhension que vous avez de la question en elle-même. Et également de la réglementation du code de la route. Ici, la question nous dit qu'on est sur autoroute et elle nous dit de dépasser ou non le poids lourd devant moi. Alors, beaucoup de gens vont se dire, mais pourquoi on nous demande de dépasser le poids lourd devant nous? En plus, là, quand on regarde le tableau de bord, on roule à 71 km/h. Tout simplement parce que la vitesse maximale des poids lourds sur autoroute est de 90 km/h. Alors qu'ici, on est sur une autoroute où la vitesse maximale autorisée est de 130 km/h. Donc en fait, là, je vais être obligé de dépasser le poids lourd parce que c'est un fait matériel. Je vais rouler à 130 km/h. Là, le poids lourd roule à 90, je vais automatiquement le dépasser. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Je vois que tu es super motivé pour avoir ton code. Alors, soutiens la chaîne en t'abonnant et surtout en activant les notifications afin d'être prévenu des dernières vidéos mises en ligne. Question numéro 13. Pour porter secours à cette victime consciente, je dois. Réponse A, la mettre en position latérale de sécurité. Réponse B, vérifier qu'il n'y a pas d'hémorragie externe. Réponse C, lui donner de l'eau pour la réhydrater. Alors, lorsque vous êtes protagoniste ou témoin d'un accident avec dommages corporels, il y a 3 étapes à respecter, dans l'ordre. Tout d'abord, protéger. Ensuite, alerter. Et enfin, secourir. C'est ce qu'on appelle le PAS. PAS ou le PAS. C'est un moyen mnémotechnique pour s'en souvenir. Ici, cette question
porte sur la troisième étape, c'est-à-dire secourir. Donc on ne reviendra pas sur l'étape protéger et alerter, que vous devez connaître les procédures pour chaque étape afin de pouvoir passer l'examen du code de la route. On n'en parlera pas aujourd'hui car ce n'est pas la question, mais il faut que vous connaissiez chaque procédure. Alors, concernant l'étape secourir, quelles sont les procédures à mettre en place? Alors, dans ce cas-là, il y a deux cas. Est-ce que la victime est consciente ou est-ce que la victime est inconsciente? Dans le cas où la victime est consciente, il y a encore deux cas. Est-ce qu'elle est valide ou est-ce qu'elle est invalide? Alors, valide, ça veut dire est-ce qu'elle peut marcher? Invalide, ça veut dire qu'elle ne peut pas marcher ou qu'elle ne peut pas bouger. Dans le cas où elle est valide, la première chose à faire, c'est de la déplacer hors de la chaussée, c'est-à-dire vers le trottoir. Ensuite, vérifier qu'elle n'a pas d'hémorragie externe. Une hémorragie externe, c'est du sang qui coule. On parle de beaucoup de sang, on ne parle pas d'une égratignure. Il y a beaucoup de sang qui coule, on applique une pression à l'endroit où ça coule. Le mieux avec quelque chose de propre. Si vous n'avez rien, ce sera avec la main. Ensuite, s'il n'y a pas d'hémorragie, il va falloir lui mettre une couverture de survie ou quelque chose de chaud, car quand on est victime d'un accident, on souffre d'hypothermie, c'est-à-dire que le corps se refroidit. Et enfin, en dernier lieu, on vient parler à la victime afin de la garder consciente. Surtout, ne jamais donner de boisson ou de nourriture à une personne qui vient d'être victime d'un accident de voiture. Dans le cas où la personne serait invalide, mais consciente, on fait exactement la même chose. Cependant, on ne déplace pas la victime. Dans le cas d'une victime qui serait inconsciente, la première chose à faire, c'est de vérifier qu'il n'y a pas d'hémorragie. Et s'il y a une hémorragie, toujours la même chose, on applique une pression à l'endroit où le sang coule. S'il n'y a pas d'hémorragie, on met la personne en position latérale de sécurité. Et enfin, on la couvre avec ce qu'on peut, le mieux étant une couverture de survie. Donc, ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 14. Je roule à 50 km/h. Ma vitesse est adaptée. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, ici, on va voir trois facteurs. Le premier facteur, c'est qu'on roule de nuit, donc avec une visibilité plus faible qu'en journée. La deuxième, regarde bien, c'est qu'on est en pente, donc ce qui augmente notre manque de visibilité. La troisième, c'est la signalisation verticale, le panneau qui se trouve à droite et qui nous indique qu'il va falloir céder la priorité à droite à la prochaine intersection. Donc, pour ces trois raisons, ma vitesse n'est pas adaptée. Ici, je dois ralentir. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 15. Un piéton est présent sur la chaussée. Réponse A, je cède le passage. Réponse B, je place le pied devant le frein. Réponse C, je m'arrête obligatoirement.
Alors, ici, regardez. On a un piéton donc sur la chaussée. Par contre, on le voit pas entièrement, on voit pas son visage, on sait pas, on connaît pas ses intentions. Ici, on est quand même dans une situation dangereuse. Cependant, il n'est pas obligatoire de s'arrêter. Tout dépendra de son intention. Hein, si par exemple il se met à courir, oui, là il faudra s'arrêter. Là, je prends juste mes précautions. Je place mon pied devant le frein au cas où, et je lui cède le passage si il se met par exemple à courir inopinément pour traverser la chaussée. Les bonnes réponses ici sont les réponses B et A. Question numéro 16. En période hivernale, après ce panneau, je suis dans l'obligation d'équiper mon véhicule de chaînes ou chaussettes si je n'ai pas de pneus hiver. Oui, réponse A. Non, réponse B. D'équiper mon véhicule de pneus hiver si je n'ai pas de chaussettes ou chaînes. Réponse C. Seulement sur les roues motrices. Réponse D. Sur toutes les roues. Alors là, c'est vraiment une question qui montre si vous connaissez réellement votre code ou non. C'est pas une question difficile, contrairement à ce que beaucoup pourraient croire. Mais voilà, c'est vraiment une question où là, bon, si vous avez faux, clairement, vous avez besoin d'être formé. Alors, que veut dire ce panneau? Donc, vous savez que ce panneau, c'est une entrée de zone d'équipement obligatoire en période hivernale. Alors, qu'est-ce que dit ce panneau de manière exacte? Ce panneau, en fait, après ce panneau, tu es obligé, d'accord, soit d'équiper ton véhicule de pneus hiver, les 4 roues, quoi qu'il arrive, qu'elles soient motrices ou non, les 4 roues, ou de détenir un dispositif amovible, c'est-à-dire des chaînes métalliques ou des chaussettes. Il faut bien que tu vois la différence. Si tu as des pneus hiver, alors après ce panneau, en période hivernale, tu es obligé de les mettre, peu importe l'état de la route. Par contre, si tu as un dispositif amovible, tu n'es pas dans l'obligation de les mettre. Tu es dans l'obligation de posséder ces dispositifs amovibles. D'ailleurs, regarde, sur le panneau, le dispositif amovible, il est dans une mallette. D'accord ? Ici, les chaînes, elles sont pas équipées. D'accord ? Alors, il y a un autre panneau qui, lui, t'oblige à mettre des chaînes ou des pneus hiver. Donc, c'est ce panneau-là. Et ça, c'est un panneau d'obligation. C'est différent. Donc, tu vois ici la nuance. Ben voilà, c'est ça en fait, connaître réellement son code de la route. C'est la différence entre les gens qui vont l'avoir du premier coup et les gens qui vont le passer plusieurs fois. Voilà. Donc ici, en période hivernale, après ce panneau, est-ce que je suis dans l'obligation d'équiper mon véhicule de chaînes ou de chaussettes si je n'ai pas de pneus hiver? Bah non, je suis pas obligé d'équiper. Je suis obligé de posséder. D'équiper mon véhicule de pneus hiver si je n'ai pas de chaussettes ou chaînes sur toutes les roues, pas seulement sur les roues motrices, sur toutes les roues. Donc les bonnes réponses ici sont les réponses B et D. Question numéro 17. La roue de secours est obligatoire. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Alors, la roue de secours n'est plus obligatoire. D'ailleurs, énormément de constructeurs la remplacent par ce qu'on appelle un kit anti-crevaison. Donc, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 18. Je klaxonne le piéton. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, il est formellement interdit de klaxonner en agglomération, peu importe la raison. La seule exception, c'est s'il y a un danger imminent. Or ici, il n'y a pas de danger imminent. Donc ce que je fais, c'est que je ralentis et je laisse traverser ce piéton. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 19. Dans cette situation, réponse A, je klaxonne. Réponse B, je fais des appels de feu stop. Réponse C, j'accélère. Réponse D, je me prépare à m'arrêter. Alors, pour répondre à la question, on va déjà étudier le contexte. Devant nous, on a un feu qui est vert. Après le feu vert, on a des piétons qui sont sur le passage piéton et d'autres piétons juste derrière qui s'apprêtent à passer le passage piéton. Également, tu remarqueras que derrière nous, il y a une voiture qui nous suit. Alors, dans ce cas-là, est-ce que je peux klaxonner ? Eh bien non. Il est totalement interdit de klaxonner en agglomération, sauf danger imminent. Et ici, il n'y a aucun danger imminent. Est-ce que je fais des appels de feu stop ? Eh bien, c'est très judicieux de faire des appels de feu stop. Pourquoi ? Alors déjà, c'est quoi un appel de feu stop ? Un appel de feu stop, c'est lorsque tu appuies de manière consécutive sur le frein, ça va allumer tes feux stop et ça va prévenir les véhicules derrière toi d'un danger. Donc, est-ce que je fais des appels de feu stop ? Oui, ça c'est pertinent, ça va prévenir le véhicule derrière qu'il y a un danger devant lui, qu'il ne voit pas. Est-ce que j'accélère ? Ben non, il y a un danger devant nous, on n'accélère pas. Est-ce que je me prépare à m'arrêter ? Oui, dans le cas où il y aurait un corps des piétons qui traverserait, eh ben il faudra quand même s'arrêter, même si le feu est vert pour nous. Donc, ici, les bonnes réponses vont être les réponses B et D. Question numéro 20. Je prends en compte les indices. A, réponse A. B, réponse B. C, réponse C. D, réponse D. Alors ici, on est sur une voie d'assertion. Bien sûr, il faut prendre en compte la signalisation, le céder le passage en A, notre vitesse en D, bien sûr, les usagers qu'il y a derrière nous en B. Par contre, le camion qui circule en sens inverse sur une route en plus à chaussée séparée n'a aucune utilité. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses A, B et D. Question numéro 21. La polyconsommation alcool-médicaments diminue. Réponse A, la vigilance. Réponse B, le temps de réaction. Réponse C, le champ visuel.
Alors, la polyconsommation, ça veut dire consommer plusieurs drogues en même temps. Par exemple, des médicaments et de l'alcool. Donc, la polyconsommation va diminuer tout d'abord la vigilance, hein, et également le champ visuel. Par contre, effectivement, il aura un effet sur le temps de réaction, il va augmenter le taux de réaction. Donc, il ne va pas le diminuer. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses A et C. Question numéro 22. En période probatoire, je ne cède pas la priorité à ce véhicule. J'encours. Réponse A, une contravention de 4e classe. Réponse B, un retrait de 3 points. Je vais devoir participer à un stage obligatoire. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, si vous refusez, comme ici, la priorité à droite à ce véhicule rouge, écoutez, vous encourez, donc c'est une contravention de 4e classe, et vous encourez un retrait de 4 points, et non 3 points, c'est 4 points. Est-ce que je vais devoir participer à un stage obligatoire ? Étant donné que tu es en période probatoire, si tu fais une infraction où tu perds 3 points ou plus d'un coup, alors tu es obligé de participer à un stage obligatoire. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses A et C. Question numéro 23. Je dépasse ce poids lourd. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, avant de savoir si on dépasse ou pas ce poids lourd, il y a plusieurs questions à se poser. Sur quelle route je suis et quelle est la vitesse maximale autorisée sur cette route ? Alors ici, comme vous le voyez sur la rive de gauche, on a des lignes de rive pointillées. Donc ici, on est sur une route à double sens. Quelle est la vitesse maximale autorisée sur une route à double sens ? La vitesse maximale autorisée est de 80 km/h. Or, si on regarde sur le tableau de bord, on voit qu'on est déjà à 80 km/h. Donc, on est déjà à la vitesse maximale autorisée. Donc, je ne dépasse pas ce poids lourd. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 24. La distance d'arrêt d'un tramway est plus grande que celle d'une voiture roulant à la même vitesse. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, encore une fois, c'est du cours. Donc là, je vous montre le document que vous retrouverez dans la formation qui vous montre en fait les différences de distance d'arrêt entre une voiture et un camion, par exemple. Plus un véhicule sera lourd, plus sa distance d'arrêt sera longue, due à sa masse. Donc effectivement, un tramway étant beaucoup plus lourd qu'une voiture, aura une distance d'arrêt beaucoup plus grande que celle d'une voiture. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Les vidéos sont totalement gratuites, donc abonne-toi pour aider la chaîne, et surtout, active les notifications pour être prévenu des dernières vidéos et avoir ton code beaucoup plus rapidement. Question numéro 25. Pour conduire, je dois placer le levier sur réponse A, la lettre D, réponse B, la lettre N. Une fois stationné, je dois placer le levier sur réponse C, la lettre P, réponse D, la lettre R.
Alors ici, tu as affaire à un boîtier de vitesse automatique. Donc pour les voitures automatiques. Tu dois savoir que chaque lettre qu'il y a sur le boîtier a son utilité. Le plus souvent, tu auras 5 lettres correspondant à 5 fonctionnements différents du véhicule. Tout d'abord, tu auras la lettre S pour séquentiel. Ensuite, tu auras la lettre D pour la conduite, la lettre N pour le point mort, la lettre R pour la marche arrière et la lettre P pour le stationnement. Donc, pour répondre à la question, pour conduire, je dois placer le levier de vitesse sur la lettre D. Et une fois stationné, je dois placer le levier de vitesse sur la lettre P. Les bonnes réponses ici sont les réponses A et C. Question numéro 26. Écouter de la musique avec des écouteurs ou un casque. A. Permet d'être attentif. B. Est autorisé. C. Est interdit. Si vous écoutez de la musique avec des écouteurs ou un casque, vous n'allez pas pouvoir entendre, par exemple, les autres véhicules à moteur, que ce soit des voitures ou des scooters. Vous n'allez pas non plus pouvoir entendre leur klaxon, s'ils klaxonnent. Et aussi, surtout, vous n'allez pas pouvoir entendre les sirènes des véhicules d'intérêt généraux. Par exemple, la police ou les pompiers. Donc, effectivement, l'utilisation d'écouteurs ou de casques est strictement interdit. La bonne réponse est la réponse C. Question numéro 27. Je charge mon vélo à l'arrière, je m'assure que les feux et la plaque d'immatriculation soient visibles. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors oui, effectivement, vos feux et vos plaques d'immatriculation doivent toujours être visibles. Peu importe la situation. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 28. La signalisation motorise le dépassement du cycliste. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors, ici, on a certes une ligne blanche. Alors, vous pouvez dépasser un usager vulnérable, que ce soit un cycliste ou même parfois même un piéton, lorsque vous avez une ligne blanche, seulement si vous chevauchez la ligne blanche. Hein. Il ne faut pas la franchir, il faut la chevaucher. Et bien sûr, ici, on est sur route, donc laissez un intervalle de sécurité de 1,50 m. Donc ici, est-ce que la signalisation motorise le dépassement du cycliste? La bonne réponse est la réponse A. Alors, vous voyez, il y a beaucoup de gens, en fait, je sais, hein, je sais que vous êtes trompés. Enfin, beaucoup d'entre vous se sont trompés. Je sais que vous passez beaucoup de temps à réviser votre code. Je le sais. Hein, sûrement que même vous avez une application gratuite, mais vous savez, les applications gratuites, si c'est gratuit, ne pensez pas que vous allez avoir de la qualité, d'accord? Ne pensez pas ça. Hein, c'est pas pour rien qu'il y a 40% de taux d'échec. Quasiment la moitié des gens qui regardent cette vidéo vont rater leur code. Pas parce qu'ils n'ont pas travaillé, pas parce qu'ils sont nuls,
Parce que vous avez été mal formé. C'est pour ça que nous, on vous propose donc une plateforme de formation 100% dédiée au code de la route, réalisée par des professionnels, avec une méthodologie adéquate qui vous permettra d'avoir votre code de la route rapidement. En plus de ça, vraiment ça coûte pas cher. Vous pouvez commencer à vous former pour 9,90 €. Ça c'est la formule la plus basse. Sinon, vous pouvez même choisir la formule Mon code en 10 jours. Et avec cette formule, vous êtes 100% remboursé si vous ratez votre code. Simplement en envoyant la preuve de votre échec. Donc voilà, moi un petit conseil que je vous donne, surtout si vous êtes trompé à cette question, allez dans la plateforme, formez-vous correctement. Vous allez voir, ça va bien se passer. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 29. Je suis sur un carrefour à sens giratoire. Le cyclomoteur force le passage. Réponse A. Je ralentis et le laisse passer par mesure de sécurité. Réponse B. J'ai la priorité, donc je ne le laisse pas passer. Alors, vous allez voir que dans la vraie vie, les gens ne respectent pas tous le code de la route. Donc ces situations-là, ça va vous arriver souvent. N'oubliez pas, le plus important, c'est la sécurité. Entre la sécurité et la loi, vaut mieux opter pour la sécurité. Ce sera meilleur pour vous et votre corps. Donc ici, effectivement, le cyclomoteur s'engage sur le sens giratoire de manière non réglementaire parce qu'il devrait me céder le passage. Quand c'est comme ça, vous le laissez passer, que ce soit un cyclomoteur ou même une voiture. Vous ralentissez et vous le laissez passer. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 30. Ce pictogramme est un voyant. Réponse A, de plaquettes de frein. Réponse B, de liquide de freinage. Réponse C, de frein à main. Réponse D, de frein moteur. Bon, encore une fois, c'est une question vraiment très simple, de cours basique. Ça, c'est le pictogramme de plaquettes de frein, tout simplement. Donc, la bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 31. Je dois céder la priorité à un bus qui sort d'un arrêt. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, lorsqu'un bus sort d'un arrêt, il a la priorité. Donc, vous devez lui céder la priorité. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 32. Je peux m'arrêter sur l'emplacement à droite pour téléphoner à un ami? Oui, réponse A. Non, réponse B. Seulement en cas d'urgence. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, regardez le panneau qui est juste à droite. Ce panneau d'indication indique un emplacement pour le
stationnement et même l'arrêt. D'accord? Donc, et à ne pas confondre avec ce panneau qui indique l'emplacement d'un arrêt d'urgence, où on peut s'arrêter seulement en cas d'urgence. Donc, ici, cet emplacement est autorisé donc à l'arrêt ou au stationnement, et je pourrais téléphoner à un ami, je pourrais me reposer, peu importe. Donc, ici, les bonnes réponses sont les réponses A et D. Question numéro 33. Le pictogramme de niveau 3 indique réponse A, de rouler avec précaution. Réponse B, de demander l'avis d'un pharmacien. Le pictogramme de niveau 1 indique réponse C, d'être vigilant. Réponse D, de ne pas conduire sans lire la notice. Alors là, encore une fois, une question de cours. C'est soit vous savez, soit vous savez pas. Alors, donc vous savez que ces pictogrammes sont les pictogrammes qu'il y a sur les médicaments. Donc le pictogramme de niveau 3 vous informe que pour reprendre la conduite, il faut demander l'avis d'un médecin et non pas d'un pharmacien. Concernant le pictogramme de niveau 1, il vous indique de ne pas conduire sans avoir lu la notice. Donc ici, la bonne réponse est la réponse D. Question numéro 34. Dans cette situation, je peux m'engager. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors là, vous avez vraiment de la chance. Question très simple, mais il y a des questions parfois très simples à l'examen officiel. Donc là, vous voyez bien qu'il y a un feu rouge. On s'arrête au feu rouge. Donc ici, je ne m'engage pas. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 35. Cette signalisation verticale indique réponse A, un manche à air. Réponse B, un manche à vent. Actuellement, ce manche indique réponse C, un vent fort. Réponse D, un vent faible. Alors, cette signalisation verticale, en fait, elle va t'indiquer deux choses. Alors, cette signalisation verticale, c'est ce qu'on appelle un manche à air. Alors, un manche à air, ça sert à quoi? Ça sert à t'indiquer deux choses. D'une, la direction du vent. Et de deux, l'intensité du vent. Est-ce que c'est un vent fort? Est-ce que c'est un vent faible? Est-ce que c'est un vent moyen? Ici, comme tu peux le voir sur la photo, on a ce manche à air qui est à la verticale. Ça indique donc que on est en présence d'un vent fort. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses A et C. Si tu aimes le contenu, alors prends quelques secondes pour liker la vidéo. C'est très important. Cela nous permet d'être mieux référencés et donc de te présenter encore plus de vidéos pour que tu puisses obtenir ton code le plus rapidement possible. Question numéro 36. Ce panneau m'interdit de me garer du côté pair. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Alors encore une fois, ça c'est une question de cours, mais je sais que beaucoup d'entre vous ont du mal avec les panneaux de stationnement. Alors ici, ce panneau vous interdit de vous garer du 16 au 31 du côté où le panneau est implanté. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 37. Pour ouvrir le capot, je dois activer, réponse A, une commande se trouvant sous le capot seulement. Réponse B, une commande se trouvant dans le véhicule seulement. Réponse C, une commande se trouvant dans le véhicule et sous le capot. Alors, comment faire pour ouvrir le capot d'un véhicule? Alors, c'est très simple. Tout d'abord, tu devras activer la manette qu'il y a à l'intérieur du véhicule. Et regarde bien, il y aura même une petite indication. Ensuite, une fois devant le capot, il y a une manette qui se situe en dessous sur la fente. Et voilà, vous voyez la manette, elle est juste ici. Et ici, la petite encoche du levier. Ensuite, il faut mettre la barre jaune dans la petite encoche pour pouvoir maintenir ouvert le capot en sécurité. Donc, ici, la bonne réponse est la réponse C. Question numéro 38. Il y a autant d'alcool dans un verre de vin que dans un verre de vodka. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, la réponse va vous paraître étrange, mais effectivement c'est le cas. Dans un verre de vodka, il y a autant d'alcool que dans un verre de vin. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que d'une, ce ne sont pas les mêmes verres, ce ne sont pas des verres qui ont des mêmes volumes, et deuxièmement, ce sont des boissons qui n'ont pas le même degré d'alcool. Lorsque dans la sécurité routière, on vous parle d'un verre d'alcool, on vous parle de verres standardisés, de verres standards qu'on sert dans des entreprises de débit de boissons, comme les restaurants ou les cafés. Donc on parle de verres standards. Et effectivement, il y a autant d'alcool dans un verre de bière que il y a autant d'alcool dans un verre de bière que dans un verre de champagne, que dans un verre de vin, que dans un verre de whisky ou autre. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Alors là, c'était vraiment une question de cours qu'on voit régulièrement dans l'information. Donc, si vous avez eu faux à cette question, vraiment, je vous incite vraiment à vous former, hein, que ce soit chez nous ou ailleurs. Alors, je reçois plusieurs messages de votre part, d'ailleurs, je vous en remercie. Alors, vous me posez souvent deux questions. Alors, la première, c'est quand est-ce que je suis prêt pour passer mon code? Et la deuxième, c'est est-ce que je dois suivre la formation? Alors, tout d'abord, on va répondre à la première question. Quand est-ce que tu es prêt pour passer ton code? Bah, c'est très simple. Si tu fais moins de 5 fautes sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as fait, alors tu es prêt à passer le code de la route. Donc attention, hein, ça veut dire que il faut que sur les 5 dernières séries que tu as faites, de manière consécutive, il n'y a pas une seule série où tu as fait plus de 5 fautes. Donc si tu as fait plus de 5 fautes à une seule série, il faut que tu continues à faire des examens blancs. La deuxième question.
est-ce que il serait mieux pour moi de prendre une formation? Alors, là, c'est pareil. Si tu fais 8 fautes ou plus sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as faites, alors, il est vivement conseillé de te former. Ça veut tout simplement dire que il te manque certaines notions essentielles. Ça veut pas dire que tu connais pas ton cours, ça veut dire qu'il te manque des notions essentielles pour pouvoir progresser. Et clairement, c'est pas en faisant des examens blancs que tu vas progresser, tu vas même plutôt stagner. Voilà. Donc si tu as fait 8 fautes ou plus sur l'une des 5 dernières séries que tu as faites, je te conseille vivement de te former. Surtout que on a mis en place donc une plateforme pédagogique qui répond vraiment à tous vos besoins. On a fait en sorte que tout le monde puisse se former au code de la route. Vous avez la formule standard, par exemple, qui est à 19,90 € par an. Donc vous payez une fois 19,90 € et vous avez le droit à toute la plateforme pendant un an en illimité, avec tous les cours, tous les 10 thèmes, plus de 1200 questions issues de l'examen officiel, commentées et corrigées. Vous avez pour ceux, par exemple, qui veulent passer leur code rapidement, la formule à mon code en 10 jours, pour passer son code en 10 jours, qui est à 39,90 € par an, en illimité. Et en plus, si vous ratez votre code, eh ben vous êtes 100% remboursé, seulement en envoyant votre preuve d'échec. Sinon, pour ceux qui le souhaitent, vous avez la plus petite formule, la formule basique, qui est à 9,90 € par semaine. Celle-ci, c'est une formule qui est hebdomadaire, qui en général est réservée à ceux qui ont déjà passé leur code et qui ont échoué. C'est une sorte de remise à niveau. Donc, vraiment, il y en a pour tous les besoins et il y en a aussi pour tous les prix. Et c'est vraiment pas cher. Ce serait bête de rater son code alors que vous auriez pu vous former pour 9,90 €. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 39. Je circule par temps de neige. Je suis dans l'obligation d'équiper mon véhicule d'un dispositif antidérapant amovible ou de pneus hiver. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, tant que tu n'as pas vu l'un de ces deux panneaux, tu n'es pas dans l'obligation d'équiper ton véhicule de chaîne ou de pneus hiver. Hein? Qu'on s'entende bien. Et même si la route est enneigée. C'est mieux. C'est mieux hein, d'avoir des chaînes ou des pneus hiver sur une route enneigée. Mais c'est vrai que t'es pas dans l'obligation d'en avoir tant que t'as pas vu l'un de ces deux panneaux. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 40. Le pourcentage de conducteurs ayant leurs 12 points est de réponse A, 50%, réponse B, 80%. Le pourcentage de conducteurs qui a leurs 12 points est de 80%. La bonne réponse est la réponse B. Si tu as fait 8 fautes ou plus, ne panique pas. Rejoins-nous sur notre plateforme pédagogique en ligne en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Tu pourras alors choisir la formule qui te convient. N'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner pour recevoir toutes les dernières notifications. Tu peux aussi continuer à t'entraîner en cliquant sur l'une des vidéos qui s'affichent.